Bon, bah, vous nous connaissez probablement déjà pour la plupart. Nous sommes éditeurs de logiciels de protection depuis près de 40 ans maintenant, en 2023. Bon, on a commencé à l'époque de la bande. On ne parlait pas plus que ça de cloud et d'avoir sa messagerie chez Microsoft. Et donc les choses ont bien évolué depuis. Mais voilà, on est toujours là. Et bien sûr, on a à cœur de vous proposer une gamme assez complète de solutions, toujours autour de la protection des données. Alors, on reste quand même très présent sur la partie, j'ai envie de dire, sauvegarde sur site, avec des données qui proposent d'ailleurs de plus en plus peut-être de ne pas mettre trop d'infra de sauvegarde chez vous, mais d'utiliser le cloud, on y revient, pour héberger des copies de sauvegarde de chez vous. Donc ça, c'est un autre sujet. C'est des produits là, comme ShadowSafe, Shadow Protect, Solo, qui proposent d'embarquer des données sur site. Alors plutôt des petits sites, hein, des petites configurations, quelques machines, mais qui du coup peuvent se sauvegarder facilement, du moment qu'on a un peu de bande passante, vers de l'Internet. Et là, en l'occurrence, on propose d'héberger ça chez Google, donc chez Google Workspace. D'accord. Donc bon, voilà. Ça, c'est un sujet à part entière. On a toujours, je dirais, le produit un petit peu cœur de métier Arserve, c'est UDP. Euh, donc Unified Data Protection, voilà, qui propose d'héberger des copies de sauvegarde chez vous sur des appliances, pourquoi pas. Avec ça, on backup des data centers, de la virtualisation, du physique, de l'applicatif. Et ces derniers temps, on redonde ça, on prend des copies supplémentaires et on est à même de proposer du stockage immuable pour héberger vos sauvegardes dans des sortes de coffres-forts, des disques et du stockage donc, qui vont travailler en mode objet avec des notions de verrouillage et donc des notions d'immuabilité. Mais ça, c'est aussi un sujet à part entière sur lequel on est amené à faire des webinaires régulièrement. La bande aussi, ça c'est notre cœur historique d'activité, mais qui est un petit peu passé sur disque depuis pas mal d'années. Voilà. Et puis le sujet d'aujourd'hui, SaaS Backup, c'est la solution qui est dédiée à la prise en charge des données dans le cloud, sauvegardées dans le cloud. Donc on va parler de sauvegarde cloud to cloud, et qui aujourd'hui a quand même vocation à être gérée par une solution dédiée comme celle-là, en mode SaaS elle-même. Là où éventuellement, on peut encore quand même vous proposer de la sauvegarde de vos données 365 chez vous. Donc, ramenez ça sur vos environnements avec UDP toujours. UDP, je disais, pour de la virtu, pour du physique, etc. Mais aussi, pourquoi pas, aller chercher de la donnée 365 avec UDP si vous souhaitez absolument la ramener chez vous. Mais bon, ce qui implique quand même d'utiliser votre bande passante, Internet. Là où SaaS Backup va une solution qui va aller beaucoup plus loin déjà dans les fonctionnalités, dans la richesse de possibilités de backup, surtout de restauration d'ailleurs, des données 365. Et en plus, on n'a pas du tout à s'occuper de l'hébergement et des données que ça consomme. Alors qu'évidemment, si vous récupérez des données 365 chez vous, ça prend de la place quelque part, ça prend du réseau. Mais bon, ça, c'est vrai que c'est quelque chose, ça peut être une réponse aussi si vous avez des contraintes particulières pour que vos données de sauvegarde soient sur le territoire français. Quand on va parler de SaaS Backup, là, on va avoir un hébergement des sauvegardes alors qui reste en Europe, en Allemagne ou en Danemark, mais ce n'est pas sur le territoire français. Bon, il s'agit de données de sauvegarde qui vont être très, très sécurisées. On va y revenir. Donc, normalement, ça ne devrait pas être un gros souci, mais dans certains cas, oui, on peut avoir des entreprises qui ont à cœur de sauvegarder en local leurs données. Bon, une solution dédiée pour Office 365, déjà pour travailler en mode cloud to cloud et surtout prendre en charge la complexité qui, mine de rien, a fortement évolué au niveau de vos tenants et de vos solutions 365. Voilà, Microsoft fait évoluer bien sûr ses environnements. Vous avez pas mal d'interactions entre les composants Teams, SharePoint, OneDrive, les boîtes aux lettres. On peut y rajouter un peu d'Azure AD là-dedans. Donc ça, c'est des choses qui quand même ont vraiment une certaine complexité, j'ai envie de dire.
il faut avoir la capacité de gérer ça en sauvegarde, sachant que c'est pas effectivement la responsabilité d'un Microsoft, par exemple, ou même souvent d'autres fournisseurs de solutions SaaS, de s'occuper de la partie sauvegarde, la partie rétention longue durée, si vous voulez, du versionning. Il y a des notions de versionning dans Microsoft, mais tout ce qui est effacement, tout ce qui est, je dirais, utilisation de la donnée au quotidien, soit par les utilisateurs, soit par les équipes informatiques, ça, si vous voulez, ça peut être l'objet d'erreurs, de perte de données. À droite, on voit qu'on parle un petit peu aussi des potentielles attaques et des soucis externes qui pourraient mettre à mal les systèmes. Bon, sur Microsoft, je ne crois pas qu'on ait encore trop entendu parler de ça, mais il y a pas, il y a, enfin, si, il y a eu des attaques et des corruptions, je crois, sur des boîtes aux lettres, ça a pu arriver. Mais en tout cas, voilà, c'est cette partie vraiment contenue de ce que vous mettez chez eux, que ce soit dans vos OneDrive, dans vos messageries, etc. Ça reste de votre responsabilité. Utilisateurs, aussi équipe informatique, c'est-à-dire que ces environnements-là deviennent assez riches. Donc, vous pouvez être amené à automatiser des choses, industrialiser des processus de gestion de boîte aux lettres, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui se font en PowerShell quand on travaille avec le cloud Microsoft, notamment Azure, etc. Donc, tout ça, c'est voilà, source d'erreurs potentielles, c'est source, on reproduit les choses qui peuvent arriver sur site, sur vos systèmes, et tout ça, ça peut aussi exister dans le cloud. Donc, par rapport à ça, il faut garder en mémoire que, comme je disais, Microsoft ne prend pas en charge donc la partie sauvegarde pure et dure avec la récupération de données qui ont été effacées, qui auraient été corrompues, etc. Il y a des notions de corbeille quand même dans Microsoft. Donc avec des données là, qui ont peut-être pu bouger d'ailleurs, mais ça c'est des éléments que j'avais à un moment donné. Voilà, quand vous effacez un mail dans votre système Outlook, normalement il va dans un premier niveau de corbeille. Si vous faites juste un delete de base, un effacement classique, normalement, ce mail reste dans la corbeille tant qu'elle n'est pas pleine. Alors, il peut y avoir des entreprises qui font du ménage et qui vident les corbeilles régulièrement pour des raisons de place. Et puis après, si cette corbeille est vidée et que le message est supprimé de la corbeille, soit directement en faisant un shift supprime, ou parce que la corbeille est vidée, ça part dans un deuxième niveau de rétention qu'on appelle qui sont des dossiers de récupération. Et là, vous avez droit à 90 jours de rétention. Voilà. Alors, tous ces espaces, ce que garde Microsoft, plus ou moins, ça peut être variable selon les niveaux de contrat que vous avez. Vous savez, il y a des niveaux de contrat, les E1, 2, 3, 5, puis avant, il y a du F. Enfin, voilà, il y a toute une panoplie de licences, de systèmes de licences chez Microsoft, qui évidemment vous donnent plus ou moins de sécurité au niveau des choses effacées. Typiquement, en général, quand on efface une boîte aux lettres aussi, quelqu'un qui part, c'est le cas je dirais le plus classique où on pourrait être amené à vouloir restaurer si après un certain temps on se rend compte qu'il faut récupérer sa boîte. Par défaut, Microsoft, c'est 30 jours. Un utilisateur effacé, une boîte supprimée, vous avez 30 jours pour espérer pouvoir la récupérer depuis Microsoft. Après, là, il faut s'appuyer sur les solutions tierces de backup comme SaaS Backup. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qui rentrent en jeu. Des petites spécificités qui sont notifiées d'ailleurs dans la loi RGPD sur la copie, la nécessité de sauvegarder et d'avoir un petit peu la main sur ces données. J'ai plus l'article en tête, mais pourrais jeter un œil sur la partie sauvegarde. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui évoluent, bien sûr, de la part de Microsoft, sur ce qui est possible, pas possible. Mais je pense que au final, c'est souvent lié au niveau de contrat que vous avez, évidemment, aux coûts qui sont impliqués derrière. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, c'est clair qu'on doit avoir de quoi sauvegarder d'une manière vraiment dédiée ce type de données. Donc, Arserv a fait le choix de proposer une technologie qui, pour tout vous dire, vient d'un éditeur danois qui s'appelle Keepit, et d'embarquer en OM finalement cette technologie qui est, pour le coup,
a été développé spécifiquement pour faire la sauvegarde en mode SaaS. Donc ça, c'est le point important. C'est à partir de ça où je dirais qu'on a un très très bon niveau technique de prise en charge de ces environnements-là. Parce que ben voilà, la solution, elle est développée pour. C'est des équipes qui travaillent exclusivement sur le modèle SaaS. Alors, pas que avec Microsoft, d'accord, vous le voyez. Sur Microsoft, d'ailleurs, chez Microsoft, il y a la partie 365, il y a la partie Dynamics. On doit pouvoir ajouter aussi là très bientôt du Power BI. Et en général, même de manière sur une version de base, de manière gratuite, on propose de backuper Azure AD aussi. Et là, très très prochainement, on aura un package spécial Azure AD plus complet qu'avec un petit coût, parce que voilà, Azure AD peut prendre de l'importance selon les cas de figure et comment vous travaillez avec l'environnement Microsoft dans le cloud. Donc, ça c'est la partie Microsoft. Et sinon, on propose aussi des connecteurs ou des plugins, comme vous voulez. C'est la même console, la même solution qui est à même d'aller chercher des données SaaS, encore une fois, Salesforce, ou pourquoi pas chez Google Workspace aussi, qu'on peut voir comme une sorte de petit concurrent ou de concurrent de Microsoft 365. Mais il y a quelques clients et quelques entreprises qui sont pas les plus petites d'ailleurs. J'ai pu avoir des demandes là-dessus sur des gens voilà, qui ont fait ce choix d'aller chez Google, pourquoi pas, qui à mon avis va continuer lui aussi d'évoluer. Et puis le dernier là, qui est arrivé aussi, c'est Zendex, qui est une application que vous connaissez peut-être, qui fait de la gestion une application de traitement d'appels plutôt orientée helpdesk. Voilà, donc, et ça, bien sûr, tout ça, c'est des données qui sont des données métiers, souvent des données importantes de l'entreprise, qui sont hébergées chez les fournisseurs et qu'on vous propose de sauvegarder avec SaaS Backup. Alors, pour la partie 365, je dirais l'intérêt d'une solution comme ça, c'est de complètement prendre en charge le détail de tout ce que vous trouvez dans un tenant 365 quasiment. Et ça, c'est tous les produits du marché qui proposent la sauvegarde de ces environnements-là n'ont pas forcément tous le même niveau de prise en charge, sachant que, comme je disais tout à l'heure, Microsoft fait aussi régulièrement évoluer ses environnements. Il y a une certaine richesse, voilà, où on rentre vite dans des détails. Alors, tout le monde connaît la partie boîte aux lettres, hein, au niveau détail, contenu d'une boîte Outlook, c'est assez clair. Après, quand on rentre dans des notions tout ce qui est Teams, site SharePoint, etc., là, voilà, il y a la prise en charge même d'un vocabulaire où, voilà, seuls les gens un petit peu habitués à 365 connaissent. Mais en tout cas, voilà, SaaS Backup, lui, connaît ça et saura vous récupérer l'information de l'endroit spécifique en cas de souci lié à différentes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc voilà, excellente prise en charge du contenu des éléments et de votre tenant. Alors, SaaS Backup, ce qui va être intéressant, c'est que, alors, on parle de backup, mais en fait, la partie backup, contrairement à la plupart des solutions que peut-être vous avez l'habitude de gérer chez vous en sauvegarde de vos environnements locaux, où vous devez travailler sur vos sauvegardes, les planifications, les quotidiennes, les hebdomadaires, la rétention. Là, quand on travaille avec une solution comme SaaS Backup, on s'occupe quasiment de rien, à part la toute première mise en route qui prend moins de 5 minutes, puisque déjà, de toute façon, il n'y a déjà rien à installer. Quand vous commencez avec SaaS Backup, vous pouvez même commencer avec un test, une évaluation qui dure 30 jours. On vous donne accès à une URL. D'accord. Et derrière, vous êtes opérationnel très rapidement. Vous fournissez un compte administrateur de votre tenant à SaaS Backup. Il le prend en compte. Il se rajoute la sécurité qui vont bien pour pouvoir accéder aux données en sauvegarde. Et ça se fait très rapidement. Il n'y a même pas besoin d'aller faire un tour dans le portail Azure, dans les outils d'administration 365. Ça se fait tout seul. Et le produit est prêt à backuper tout de suite. En termes de configuration de sauvegarde, on ne s'occupe pas de savoir où ça va, quand, comment. C'est, j'ai envie de dire, quelque part imposé, à savoir 2 sauvegardes par jour, une à 6 heures de l'après-midi et une à 6 heures du matin.
en général, autour de ces heures-là. Et normalement, ça suffit largement. Là où, autre point sur lequel on n'a pas besoin de regarder, c'est l'espace que ça prend, évidemment. Mais bon, ça, c'est normal parce que c'est une infra cloud. Mais en plus, en termes de coût, ça ne change rien. C'est-à-dire que dans votre Tenant 365 en sauvegarde, qu'il y ait quelques centaines de gigas, quelques dizaines, centaines de terras backupés, au niveau commercial, il n'y a pas de coût différent. On en reparlera peut-être. Le coût, en gros, c'est une licence à l'utilisateur uniquement, qui permet de bénéficier d'un stockage illimité, d'accord, et d'une rétention illimitée dans le temps. Entre parenthèses, 99 ans. D'accord. Donc voilà, ça c'est des gros avantages où sur la partie sauvegarde, infra de sauvegarde, l'espace que ça prend, les rétentions, etc. En gros, il y a zéro question à se poser, à savoir que voilà, on a cette liberté-là. Alors on n'est pas obligé d'avoir 99 ans, d'ailleurs, on peut avoir, si on veut aller sur un peu de configuration de sauvegarde, il y a quelques paramètres quand même qui existent, à savoir réduire la rétention. Dire bah non, moi ma messagerie c'est pas que des années que je veux la garder, j'ai juste besoin de la garder 2 ans, 3 ans, et c'est ma règle d'entreprise m'impose cela, peut-être d'ailleurs de pas garder des copies de données plus longtemps que nécessaire. Donc ça peut se configurer. Ça peut se configurer par rapport à la messagerie, mais aussi plutôt sur la partie OneDrive, SharePoint, tout ça on peut faire un petit peu de configuration si on veut. Et puis l'autre paramètre de configuration aussi, c'est qui accède à quoi. D'accord. Vous allez en voir la console tout à l'heure. Elle est assez facile, elle est assez simple. Elle est hyper puissante en termes de possibilités de récupération d'informations. Donc, des fois, on peut être amené à restreindre des droits et dire, voilà, un tel qui va se connecter sur SaaS Backup, je veux qu'il soit juste là pour pouvoir restaurer de la messagerie, mais ce n'est pas son rôle d'aller voir du SharePoint et fouiller dans du OneDrive, par exemple. Donc là, on peut, à la limite, ça c'est les seules choses qu'il y a à configurer si on le souhaite dans la solution. Tout le reste est mis en place de manière transparente, très rapidement. Donc la partie où les données sont hébergées, on parle de stockage immuable aussi, parce que bien sûr, les données vont quelque part sur des data centers. Il faut, comme toutes les solutions de sauvegarde aujourd'hui, il faut les protéger elles-mêmes. Elles sont là pour protéger vos systèmes, mais comme elles peuvent être des cibles d'attaque, il faut qu'elles-mêmes soient très sécurisées. Donc ça, on en parle souvent avec nos solutions UDP sur site. Là, c'est pareil. Si on doit vous proposer une solution de sauvegarde dans le cloud, il faut que ce qu'on met comme données dans nos data centers soit sécurisé au maximum. Donc ça passe par plusieurs copies des données. Ça passe par de l'immuabilité. Lors des transferts, lors des backups qui se font de cloud à cloud, par exemple de Microsoft à nos data centers Allemagne ou Danemark, on a des transferts qui sont gérés avec un système de type blockchain. Donc au niveau sécurité, intégrité des transactions, normalement ça a plutôt bonne réputation du par les systèmes qui sont déjà utilisés dans ce système qui est utilisé pour les crypto-monnaies, vous savez. Donc là on le retrouve sur de la partie backup, ce qui peut paraître étonnant, mais c'est vrai que c'est une garantie assez importante. Et c'est aussi, voilà, c'est les technologies assez récentes. SaaS Backup, en termes de solutions, c'est pas qu'il y a un produit, alors c'est un produit qui a quelques années, mais voilà, qui est vraiment au bout du jour en termes de fonctionnalité et de technologie utilisée derrière. Quand vous faites un POC, effectivement, vous avez vos données qui sont disponibles pour 30 jours. Après, voilà, comme je disais, c'est rétention illimitée dès que vous souscrivez à SaaS Backup. On a parlé de stockage immuable. Ça, c'est peut-être pour faire du retour arrière s'il devait y avoir une corruption, une attaque, des choses comme ça. D'un point de vue risque géographique sur un data center, feu, inondation, que sais-je, vous avez au minimum 4 copies de vos données qui sont des data centers différents, mais dans un pays donné. Donc, quand vous souscrivez à SaaS Backup, vous choisissez si vous voulez aller en Allemagne ou au Danemark. Et après, vos backups seront dupliqués x2 dans 2 data centers, donc ça vous fait 4 copies au final. La partie resto, tout ça, on va jeter un œil juste après, puisque en gros, quand on fait du SaaS Backup, on s'occupe surtout de la partie resto quand on en a besoin, et c'est là que la solution, bien sûr, est très pertinente.
Donc là, bon, on a déjà vu un petit peu tous les objets, la granularité qui est permise dans la solution. Bon, après, ça veut dire effectivement rentrer dans le détail de ce qui est important ou pas dans tel ou tel site. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un client qui était surpris qu'on arrive à sauvegarder, je ne sais pas si c'est listé là, mais du OneNote. OneNote, c'est quelque chose que qui est un peu dans 365. C'est des fois il y a des choses qui sont un petit peu à cheval sur du Teams, du Exchange ou d'autres composants. Et du coup, ça rajoute de la complexité aussi pour des produits qui doivent traiter ça. Et SaaS Backup arrive à faire des choses là-dessus. Et du coup, voilà, les solutions des fois sur le marché ne sont pas aussi complètes à même de ça. D'ailleurs, on verra, je crois que dans le cadran magique Gartner, la solution, elle est positionnée vraiment dans le top des solutions du marché. Ben voilà, de par sa richesse fonctionnelle et ses qualités. Donc j'ai évoqué le fait que voilà, en termes de configuration, on pouvait être amené quand même à décider des gens qui pouvaient utiliser et à quel niveau l'application. Vous disposez de 8 rôles différents dans SaaS Backup, avec chacun différents niveaux de possibilités. Et on le verra tout à l'heure dans la console, voilà, à un moment donné, c'est vrai que tous les rôles là, qui sont assez avec du vert là-dessus, ben ça, c'est les gens qui vont se connecter et vont quand même pouvoir faire un petit peu tout dans l'application, y compris voir du contenu. Donc, prévisualiser du contenu, ça peut avoir des avantages pour aider à la restauration et avoir une petite vue avant de restaurer des choses sur si ce qu'on veut restaurer est bon ou pas. Maintenant, ça peut être un petit peu intrusif quand même au niveau confidentialité. Donc, vous pourriez vouloir limiter ça et ne pas laisser un accès prévisualisation des fichiers à tout le monde. Donc là, la notion de rôle intervient. Là, je vois un rôle là aussi, effectivement, qui permet de faire une petite parenthèse sur l'audit. Je ne sais pas si c'est parce on travaille avec une technologie européenne, mais le côté prise en compte des notions de données personnelles, de la RGPD, est présent dans SaaS Backup. Quand vous utilisez la console SaaS Backup, vous avez des logs d'audit qui sont très très précis sur exactement qui fait quoi, quand, comment. Et si jamais il devait y avoir un souci de fuite de données, de problématique de données de l'environnement 365, on va pouvoir avoir quelqu'un qui pourrait vouloir savoir qui a fait quoi en termes d'activité sur tout ce qui touche aux données 365. Et on a un rôle d'une personne qui peut se connecter et n'être là que pour consulter les logs d'audit. Il n'aura pas accès aux données en restauration, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui devrait faire des investigations en externe sur cette activité-là, la solution le permet. Les utilisateurs qui sont déclarés, on peut les avoir en interne ou travailler avec vos comptes et vos authentifications Azure AD, si vous voulez. Alors bon, bah, les data centers, je les ai évoqués. Donc pour l'Europe, c'est Allemagne, Angleterre. Il y en a un en Angleterre, mais bon, ils sont pas en Europe pour le coup. On a des fiches de certification, voilà, des choses qui décrivent un petit peu toutes les normes, les certifications qui sont nécessaires pour vous garantir un peu que on est au mieux au niveau de ce type d'hébergement. Alors, ce qui est important, c'est que c'est des hébergements qui sont sur lesquels on a la main sur l'infra de sauvegarde, l'architecture de la solution. On n'est pas chez Microsoft ou chez Azure, enfin, ou chez Google, chez Amazon. Donc ça, c'est un point assez important d'avoir quand même la maîtrise sur l'environnement où les données sont hébergées. Alors, l'environnement, si je ne me gourre pas, c'est de chez Equinix ou Interxion peut-être, ça dépend des pays. Mais voilà, il y a la maîtrise un petit peu du stockage, des infras qui sont derrière ces data centers pour gérer vos données de sauvegarde. Et donc, il y a en termes de maîtrise des coûts aussi, et c'est quand même pas mal. Et puis, ça vous garantit aussi que vos données ne sont pas chez. Il y a des solutions qui proposent de la sauvegarde Microsoft et de la sauvegarder ça chez Microsoft. Donc, bon, d'un point de vue séparation, on peut faire mieux. Et voilà, là, on propose des configs data center avec minimum 2 copies par data center. Et bon, après, voilà, il n'y a pas plus non plus de détails que ça sur les machines, sur l'infra qui est derrière, mais pas plus que vous connaissez les détails des infra que vous avez chez Microsoft
pour héberger vos données et faire tourner les messageries, etc. Hop. Alors, on va aller jeter un œil à la console, du coup, puisque en termes de description, d'architecture, etc., il n'y a pas lieu trop de rentrer dans le détail de l'architecture, puisque vous n'avez pas à la gérer. Donc, c'est nous qui nous en occupons. Vous accédez, bien sûr, à un support via les équipes Arserve, comme tous les supports de tous nos produits. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va jeter un œil à ça. Ma console, elle est quelque part. Alors, comme je disais tout à l'heure, voilà, si vous commencez avec SaaS Backup, on va vous donner une URL pour accéder à votre console. L'URL va ressembler à quelque chose comme ça. Donc là-haut, voilà, moi je suis à Arserve, alors tiré DK, donc moi j'atterris au Danemark. J'ai un utilisateur là UDP1 bon, qui est un peu restreint, donc je vais me connecter avec mon connecteur, mon utilisateur principal. L'idée, c'est pas forcément de rentrer dans le détail de ça. Je retrouve son mot de passe, celui-là. Où il est? Je sais pas. Hop là, boum. Copie. Hop. Donc au début, bon, quand vous initiez la solution, on vous donne un accès avec un compte qui est dit Master Admin. Alors ça, c'est la console SaaS Backup pure et dure, j'ai envie de dire. Si vous êtes un revendeur, enfin, ou un prestataire ou une société qui a vocation à proposer du service managé, donc des MSP comme on dit, vous pourrez bénéficier et proposer SaaS Backup à vos clients depuis un portail que je vais vous montrer aussi si je retrouve la connexion. On va faire ça. Vas-y, vous me... SaaS Backup, oui, je vais l'avoir. Alors bon, je ne l'ai pas montré là sur. Là, je suis rentré sans double authentification. Là, la console, l'accès à cette console-là, bon, je me suis juste connecté avec mon utilisateur et son mot de passe. On peut, pas ici, mais on peut activer du MFA. Oups, pardon. Parce qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu la règle. Dans tous les produits de sauvegarde et même un peu partout, comme d'ailleurs dans 365. Donc, vous pouvez forcer, bien sûr, le MFA pour accéder à SaaS Backup. Pour accéder au portail, là, j'y suis allé direct. Il m'a pas demandé le code cette fois. Je ne sais plus où j'active ou pas le MFA, j'avoue. Pour les démos, en général, on essaye de faire plus rapide. Et donc là, vous avez la notion de portail partenaire. Qui vous permet de gérer de manière centrale des services managés, pas que sur SaaS Backup d'ailleurs, sur d'autres types de solutions qu'on a. Et en tout cas, pour SaaS Backup, vous allez assez facilement provisionner ici des comptes et des sous-comptes qui sont donc vos clients à qui vous allez fournir du service SaaS Backup et pour lesquels voilà, vous allez avoir une gestion centralisée de ce qu'ils font, des consommations de licences. C'est vous qui facturez vos clients à l'utilisateur, en général en mensualité. Et puis après, bah, vous voyez, vous avec Arserve pour la gestion centrale de tout ça. Donc là, bon, mon portail, il n'a pas envie de me répondre. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, ça marche nickel. Mais bon, pas grave, on ira jeter un œil. Bon, c'est juste quelque chose qui remonte des informations. Et en gros, quand vous utilisez SaaS Backup, vous êtes plutôt à travailler avec la console SaaS Backup, qui est celle-ci. Alors, bon, la mienne, elle est un petit peu riche d'un certain nombre de connecteurs que j'ai mis en place, comme on appelle, pour aller chercher des données de SaaS, de différents types de sources SaaS, Power BI, Salesforce, etc. Quand vous commencez avec SaaS Backup, tout ça c'est vide, d'accord? Et vous commencez simplement à rajouter un connecteur et vous choisissez parmi ce qui vous intéresse. Donc normalement, là on parle de 365. Et ce que vous demande SaaS Backup, c'est, alors je ne vais pas aller là, de vous signer au niveau authentification Microsoft pour que SaaS Backup puisse aller se connecter chez
fichier 365, et déclarer le compte global admin comme pouvant aller chercher des données. Donc, c'est un compte qui va se retrouver dans les groupes, comme membre des groupes de votre tenant. D'accord, il faut le savoir. En général, on conseille d'ailleurs de ne pas fournir votre compte, le compte admin, votre compte admin du tenant, mais de créer un compte pour la sauvegarde que vous mettez global admin juste le temps de la configuration. C'est pas obligé de le laisser global admin après. Mais en tout cas, il faut absolument qu'il soit global admin dans un premier temps. Vous signez, ça se backup tout de suite et à même d'aller chercher des backups et ça va rajouter un connecteur, une ligne comme ça. Donc moi j'en ai fait plusieurs parce que là j'ai 2 tenants. D'ailleurs ma console peut aller chercher, peut être configurée pour aller récupérer des données de 2 tenants différentes en l'occurrence, différents. Mais en général vous allez vous retrouver avec un tenant, un connecteur qui a vocation, qui est prêt pour backuper tout. D'accord. Donc prêt tout backuper comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Donc ça vaut le coup d'acheter un petit œil sur les paramètres en termes de configuration de votre connecteur et de voir que celui-là, en l'occurrence, là je l'ai laissé par défaut, et par défaut c'est SAS Backup qui va chercher vos données Exchange, donc tous les groupes, les utilisateurs, enfin là ça va vraiment dans le détail, mais on peut quand même individuellement inclure, exclure la partie public folder. En mode avancé, on pourrait décocher un certain nombre de choses ou pas. Tiens, par exemple, in-place archiving, vous savez, c'est un dossier d'archivage que Microsoft propose d'activer et qui vous donne de l'espace en plus sur vos boîtes aux lettres. Ça, c'est pas tout le monde qui backup ça sur le marché. SAS Backup le prend en charge. Alors, j'ai envie de dire, tout laisser cocher quelque part, vous pourriez tout laisser parce que ça ne vous coûte pas plus cher, comme j'ai dit tout à l'heure. Peu importe la quantité de données sauvegardées et ce que ça prend dans les data centers, il y a un tarif unique à l'utilisateur. D'accord. Maintenant, pour des raisons peut-être de rapidité ou d'écologie, d'économie de données, vous pourriez effectivement décocher un certain nombre de choses sans problème. Là, SAS Backup travaille au niveau des groupes qui ont été déclarés dans mon tenant, en l'occurrence. Donc, par défaut, bien sûr, il y a les listes de distribution, des groupes de sécurité, enfin des choses voilà, où on rentre dans le détail de ce qu'il y a chez Microsoft. Derrière lequel il y a bien sûr des utilisateurs. Et là, d'un point de vue licence aussi, c'est bien de dire je backup tout, évidemment, mais ça veut dire que j'ai souscrit aux licences pour tous mes utilisateurs d'un tenant. Donc, si ce n'est pas le cas, parce que dans un premier temps, vous n'avez pas le besoin de sauvegarder tous les comptes de votre tenant 365, eh ben vous êtes peut-être amené à souscrire, à dire voilà, moi j'ai un tenant de 200 comptes, je souhaite en sauvegarder que 50, là c'est les prioritaires, etc. Donc je vais être amené à peut-être à travers les groupes décocher des gens qui n'ont pas lieu d'être sauvegardés dans un premier temps. Prise en charge d'Azure AD avec, derrière. Et on va retrouver un petit peu près ça pour les autres composants. Donc sur OneDrive, donc là ça va être simple aussi puisque voilà, derrière des OneDrive, on a des comptes et les utilisateurs. Donc là-dessus, en advance, je ne me rappelle plus. Bon, il n'y a pas 36. Ah, si, il y a prise en charge des versionning de fichiers. D'accord. Vous savez que Microsoft, quand même, aussi propose de faire des récupérations de fichiers quand vous avez des versions qui tournent dans le temps. Par contre, quand un fichier est supprimé, bah là, attention aux corbeilles et aux rétentions maximum. Donc, ça, dans le backup, on va le prendre en compte. Par contre, pour SharePoint et Teams, là, on n'est plus dans les utilisateurs. Des fois, ça engendre d'ailleurs une certaine complexité pour savoir quelles sont les licences qui sont consommées en sauvegarde de ça, puisque là, quand on sauvegarde du SharePoint, eh ben, on sauvegarde des sites. Je n'ai pas forcément des choses pertinentes là-dessus. Et j'ai envie de dire, bah, il y a des sites derrière lesquels, d'un point de vue licence, bah, il y a plus ou moins d'utilisateurs. Et de toute façon, ce qui est important à noter, c'est qu'on va se caler sur les licences utilisateurs consommées par Microsoft. C'est-à-dire que si, à un moment donné, pour faire un des sites SharePoint de l'entreprise a un certain nombre de membres derrière qui consomment des licences Microsoft, quand on va sauvegarder ce site-là, ça va nous consommer exactement le même nombre de licences qui sont consommées dans votre souscription 365. Voilà.
Donc ça, c'est valable pour les sites SharePoint. Et c'est aussi valable du coup pour les Teams, puisque en gros, quand vous faites des Teams, en général, il y a un petit site SharePoint qui est associé. Là, je pense que ça, les GRP1, 2, c'est des groupes qui viennent de Teams. Donc, je peux jeter un œil dans la configuration de Teams. Voilà, donc là, il y a un petit mélange. Donc là, j'ai la notion de Teams au sens vraiment de 365, sachant que derrière, il y a des sites SharePoint. Et là, pareil, une équipe, si j'ai 10 utilisateurs derrière, normalement, ça va consommer 10 licences utilisateurs chez Microsoft. Et en backup, pareil. Donc tout ça, je dirais, c'est pas une addition de licences Exchange plus OneDrive plus Teams, etc. C'est un ensemble. Vous avez des utilisateurs avec des noms. Et voilà, ces gens-là, bon, probablement, quand je vais backuper un Teams dans l'entreprise, ils vont être comptabilisés. Maintenant, si je les ai décochés là et que dans le SharePoint, par exemple, le Teams que je sauvegarde par ailleurs, il y a celui-là, et bien là, ce n'est pas 2, 4, 6, 8 licences que ça va me manger, mais 9 ou peut-être 10. Voilà. Donc ça, bon, c'est selon. Rien n'empêche de dire, bon, moi, Teams, c'est pas ça que je souhaite sauvegarder. SharePoint, pareil, je me contente avec des Exchange, du OneDrive. Voilà, ça, c'est vraiment la configuration, en gros, qui peut être faite à l'origine quand on met en place SaaS Backup. L'autre truc qui est proposé aussi, c'est d'ajuster la rétention. Moi, là, chez Arcer, j'ai droit à 1 an. Et sinon, il n'y a pas de limite, quoi. Votre contrat, c'est 99 ans. Et sinon, vous pouvez quand même la limiter, cette rétention. Et ça peut être fait au connecteur. Du coup, parce que c'est clair que là, sur ce connecteur-là, j'ai un paramétrage qui est global pour tout ce qui est configuré là. Si moi, je veux être plus granulaire, mais en général, c'est assez rare, je pourrais avoir d'autres connecteurs où j'ai dit, voilà, j'en ai fait un sur les boîtes aux lettres et juste OneDrive avec que 2 comptes, parce que peut-être je voulais associer des utilisateurs qui ne verraient que ça. Mais bon, je pense que faut garder à l'esprit qu'en termes de licence, vous souscrivez à des licences à l'utilisateur. Il y a un seul tarif. Il n'y a pas de référence pour dire je veux que les boîtes aux lettres ou je veux que OneDrive. Le prix, le tarif à l'utilisateur prend en compte tout ça, que vous en enleviez ou pas. Donc avec une rétention illimitée et un stockage illimité. Donc voilà, les prix au niveau du marché, là, bon, je vous inviterai à revenir vers notre service commercial, mais sont plutôt attractifs quand même. Il y a énormément d'incentives qui sont faites. Je pense que vous recevez des messages du marketing de Arcerv régulièrement. Voilà, en ce moment, on est sur des promos jusqu'à fin mars d'ailleurs. Ça commence à être bientôt, mais qui sont peut-être reconduites d'ailleurs, hein. D'un point de vue commercial, avoir tout ça à l'utilisateur au prix qui est proposé, j'ai envie de dire aujourd'hui, il ne faut pas hésiter. Voilà, une fois qu'on est dans un connecteur, en fait, de manière très intuitive, on va naviguer dans son contenu. Quand je vais aller sur des utilisateurs, donc déjà des utilisateurs, on a de la boîte aux lettres ou du OneDrive. D'accord. Là, je ne sais pas si j'ai des trucs pertinents dans ces boîtes aux lettres. Voilà, je clique, là, je suis en ligne, hein. Donc déjà, là, en termes de réactivité, la console est quand même pas mal. Et voilà, tout de suite, je peux aller chercher des messages. Je peux restaurer les messages, bien sûr. Je peux les télécharger, en faire un lien pour le mettre à disposition de la personne. Alors, je peux assigner, tiens, petite parenthèse sur ce paramètre là qui s'appelle RTBF, que ce soit sur un message ou même sur un compte, voilà, quelqu'un qui part ou quelqu'un qui dit moi mes données personnelles, je veux pas que les gens y accèdent. C'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli, donc le right to be forgotten. Donc c'est un flag, hein, on va pas extraire les données de backup, l'historique de backup de un tel ou un tel, parce que ça, au niveau des produits de backup, c'est quasi impossible. Par contre, on va mettre un flag où, en gros, personne d'autre que le master admin n'a la possibilité de dégager ce flag, et tous les autres utilisateurs verront ce compte-là en grisé. Enfin, en tout cas, ce dossier-là en grisé. Je peux tout mettre le compte en grisé. On peut mettre du RTBF un peu partout. Donc, cette notion de voilà, right to be forgotten, un petit peu associé au concept RGPD
et ce droit à l'oubli. Donc voilà, les boîtes aux lettres. Quand on va dans un OneDrive, bah voilà, c'est comme si on descendait dans un disque. Alors là, j'ai rien, mais on va aller chercher quelqu'un d'autre. Hop, je reviens sur mon truc. En user code de la donnée, il y a lui. Donc lui, il a demandé des dossiers. Bon, après, voilà, il y a des choses spécifiques à 365, enfin, voilà, l'organisation, que ce soit des SharePoint et OneDrive. Bon, là, mes documents, ils sont plutôt là. J'ai des fichiers comme ça. Petite chose intéressante dans un dossier comme ça, là, bon, c'est un fichier qui a été sauvegardé. Normalement, j'ai travaillé dessus, donc j'ai pu faire des versions. Je peux bien sûr récupérer le fichier avec son versionning, comme on l'a vu tout à l'heure, mais je peux tout de suite aller chercher, donc prévisualiser. Là, c'est la dernière version, mais je peux avoir une notion, là, en cliquant à gauche, d'aller chercher d'autres points de sauvegarde de ce fichier-là. Et si je clique sur Snapshot là, 6h15, hop, là j'ai une version un peu plus, enfin carrément plus ancienne, de mars dernier, du fichier. Alors que là en 2003, j'ai rien fait de nouveau. Par contre, là peut-être j'ai pour le moment la dernière version du fichier. Donc là voilà, quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il a besoin de retrouver, etc., on peut en amont l'aider en montrant des versions et savoir quelle serait la bonne version du document à récupérer. Alors attention, la solution en termes d'utilisateur n'est pas orientée, c'est pas du self-service où chacun vient se servir et récupérer ses données. Alors, rien ne nous empêche de créer des utilisateurs et leur donner accès à la solution, mais quelqu'un qui accède à la solution accède à tout le contenu d'un connecteur sur lequel il a le droit. Donc quelque part, j'ai envie de dire attention, c'est pas je me connecte et je vous récupère que mes mails. D'accord. Donc c'est plutôt orienté équipe informatique. Et par contre, au niveau des droits, vous allez avoir une liste d'utilisateurs, voilà. Donc moi je suis le master admin. Et après, on peut déclarer d'autres comptes qui ont juste des droits, backup admin, lui, il est que auditeur, etc., etc. Mais voilà, c'est pas orienté utilisateur final. Je reviens sur mon connecteur. Alors, ce qui est intéressant là-dessus aussi, c'est de pouvoir faire des recherches. Une information qui, on ne sait pas, peut-être c'est un projet, c'est peut-être dans du SharePoint, du OneDrive, que sais-je. Donc, un des fichiers que je cherche, bon, je sais à peu près le nom son nom. Par contre, je ne sais pas forcément où il est. Là, le moteur de recherche, voilà, il va être capable de fouiller partout, ou pas d'ailleurs, je peux traiter différemment et mettre des filtres. Lui, il va chercher voilà, dans tout ce qui est vidéo, images, audio, les emails, etc. Mon fichier. Donc, j'ai juste tapé un petit mot-clé comme ça. Ça suffit de retrouver mon fameux fichier texte que je vous ai montré tout à l'heure avec ses versions. Et là, je peux lui dire, bah, tiens, va me le chercher. Alors, je vois qu'il est dans OneDrive, hein, donc déjà, ça m'aide à savoir d'où vient la donnée. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Autre exemple sympathique, appliance site. Je ne sais pas si ça va marcher, ça. Non, là, il y a trop, c'est pas assez précis. Appliance. Donc, je sais que dans mon tenant 365, probablement dans du SharePoint, je ne sais pas trop d'ailleurs, peu importe, j'ai des PDF fiches produits, des choses comme ça. Bon, là, je peux jeter un œil tout de suite. Alors bon, on n'affiche pas forcément en prévisualisation tous les formats de fichiers, bien sûr, qui existent. Mais bon, les classiques, hein, les Word, Excel, PDF, tout ça, on vous montre le contenu. Cette fiche appliance, là, potentiellement, je peux vous la mettre à dispo. Je peux la télécharger. Bon, si elle avait été effacée des dossiers du tenant, je peux la remettre en place, évidemment, c'est la moindre des choses. Mais aussi, je peux la mettre à dispo via un share. Hop, je crée le lien. Je ne sais pas si pourrait le faire, je n'ai jamais fait un webinaire, ça je le fais en démonstration, mais j'ai créé un lien de partage de ce document. Je vous le mets à dispo là pour l'heure qui vient. Allez, hop. Je fais un save de ça.
Et si je vous communique dans l'application du webinaire ce lien comme ça, alors là, j'ai aucune idée si ça va le faire. Là, je l'improvise. D'habitude, dans Teams, ça se passe bien. Donc là, si vous regardez dans votre le petit outil là, de l'application webinaire, vous pouvez récupérer le fichier normalement en cliquant sur le lien s'il n'y a pas de problème avec les blancs et des trucs comme ça. Alors, il y avait une main levée là, une petite question. Ah, c'est bon, merci. Voilà, donc là, bon, là j'ai mis un fichier, mais en fait, je pourrais quasiment faire en sorte que, imaginons, voilà, plus d'accès à Autonome 365, plus d'accès au OneDrive. Bon, des fois, Microsoft a pu avoir des soucis d'accès, hein, des fois, c'est pas assez rare, mais je crois qu'il n'y a pas très longtemps, 2-3 semaines, il y a eu un vendredi où je sais plus, bah si, Microsoft a eu un gros souci sur le réseau, là, les routeurs, je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Euh, où à un moment donné, c'était, je sais plus, il y avait un souci d'accès, de messagerie, je sais plus quoi. Là, votre copie de finalement toutes vos données de votre tenant, elles sont dispo. Et potentiellement, bon là, je l'ai fait sur un fichier, mais rien n'empêche d'aller sur un OneDrive où les gens ont absolument besoin d'avoir accès. Alors, ça pourrait être un site SharePoint, hein, je fais ça, mais on va aller sur le OneDrive. Je ne l'ai jamais fait sur un site SharePoint. Mais là, potentiellement, voilà, lui, disons qu'il est sur un projet, il a son OneDrive, il est plus accessible via Microsoft. Donc ça, c'est le dossier, voilà, tout le monde travaille là-dessus. Bon, bah, rien ne m'empêche de faire ça. Et si je ne me trompe pas, hop, clic. Non, pas au niveau de ce dossier, où est-ce que j'ai vu ça? Que je ne raconte pas de bêtises. Ah si, il est là, pardon. C'est OK. Alors, je reviens en arrière. Hop, document. Alors, peut-être tout le dossier document. Oh, document, si je fais ça, hop, clic. Voilà, donc je peux tout à fait aussi vous permettre d'avoir accès à un dossier entier et du contenu, et voilà, faire en sorte que plusieurs personnes pourront quand même récupérer de la donnée, aller chercher de la donnée. Alors en lecture, hein, ils vont pas pouvoir faire des modifications et travailler comme s'ils étaient sur 365, faut pas exagérer, c'est des données de sauvegarde, mais en tout cas, voilà, on peut utiliser SAS Backup aussi dans des fins de continuité d'accès aux données de manière très très simple. C'est pas que de la restauration comme ça de documents. Donc ça, c'est effectivement pas mal. Bon, les liens sont consignés là. Après, voilà, j'en garde plein. Celui que je vous ai fait, là, il sera là, il va expirer tout à l'heure. Là, il y en a deux fois, j'en reste plein que je mets en illimité qui restent là. Souvent, donc on voit que je fais tout le temps des mêmes démos d'ailleurs avec la fiche appliance. Bon, l'audit log, on l'a évoqué tout à l'heure, donc possibilité d'aller chercher, enfin de retrouver l'information sur voilà tout ce que je suis en train de faire. Là, en l'occurrence, je suis connecté depuis tout à l'heure, depuis cette adresse-là, et je fais des actions, voilà, qui sont listées dans le détail ici. Et voilà, après, c'est prendre un petit peu le pli de la solution, naviguer dans le contenu. Alors voilà, un Teams, bon, bah, je descends dans ces notions-là, et puis après, bah, je retrouve les notions spécifiques de Teams. On prend la partie planeur en compte. Dans Teams, il peut y avoir des notions de SharePoint. Bon, après, c'est du spécifique de chaque organisation. Les channels, on va traiter les channels privés, publics. Je ne sais pas si j'ai de la conversation là-dessus. Hello collègue, ouais, bon, voilà, j'ai vraiment le détail très rapidement sous la main de ce qui s'est passé là, d'une information. Bon, c'est pas vital hein, d'avoir les conversations des fois, mais pourquoi pas. En tout cas, le produit, lui, va vraiment dans le détail de ce qui est possible de faire, ce qui est tout à fait intéressant. Bien, on arrive à la fin de cette présentation. Bon, je pense que ce qui est intéressant, c'est si ça vous intéresse de peut-être d'aller sur un POC ou peut-être de revenir vers nous s'il y a un projet spécifique et pourquoi pas aller plus loin dans une démo sur certaines particularités qui vous intéressent sur tel ou tel sujet. Là, pour ce matin, je pense qu'on a pas mal couvert les choses. Quand vous faites des restaurations, vous allez avoir une notion enfin une notion. Vous allez récupérer des messages comme quoi vous avez initié une restauration. Vous allez avoir le message comme quoi la restauration est finie. Donc ça communique un petit peu à ce niveau-là. Au niveau de l'activité de sauvegarde, bah, finalement c'est vraiment pas enfin c'est pas le sujet. Ça pourrait. On a des demandes, des gens qui disent mais oui, mais moi j'ai pas de visibilité sur mes sauvegardes. Il n'y a pas de reporting spécifique sur l'état de vos sauvegardes.
Ça peut être traité par des scripts. Il y a un certain nombre d'API qu'on peut requêter pour ça. Sinon, bah voilà, j'ai un peu d'informations quand même sur le monitoring de ce qui se passe sur la solution. Donc je vois que j'ai du backup. Alors moi j'ai plein de connecteurs, donc tout ça c'est un peu étalé dans le temps. Bon, mon tenant il vit pas des masses non plus, donc des fois il n'y a rien à backuper de nouveau. Mais voilà, quelque part la matière backup, c'est, je dirais, il n'y a pas de contrainte de votre côté. La seule contrainte qu'il pourrait y avoir, c'est si on n'arrive pas à accéder aux données Microsoft pour des problématiques de réseau ou autres qui pourraient, pourquoi pas arriver, mais bon, c'est assez rare. Voilà. Hop. Bon, tous les petits paramétrages du début, on les a vus. Effectivement, je passe. Oui, point pas mal aussi, on peut quelqu'un qui serait parti, ou même voilà, on peut récupérer de la donnée d'un utilisateur vers un autre, voire même d'un tenant vers un autre. Après, évidemment, il faut fournir des sécurités, etc. Mais vous pouvez faire ce genre de manipulation avec des notions de petit assistant d'import de données d'un endroit vers un autre. À droite, voilà, source connecteur, target connecteur. Vous avez deux connecteurs qui peuvent être sur des tenants différentes ou des sources destination différentes. Et ça marchera aussi. Alors évidemment, ça reste chez Microsoft. Hein. Je vais pas envoyer du Microsoft vers du Google. C'est une demande qui a pu arriver des fois, mais pas pour l'instant. Bon, les restaurations, bon, on va pas revenir. Ah oui, tiens, je l'ai pas évoqué d'ailleurs. Récupération format PST, ça c'est une demande aussi qui peut arriver derrière. Vous pouvez, quand vous restaurez du contenu email, je vais dans mon connecteur, du contenu type boîte aux lettres, tout simplement. Ce dossier-là, Outlook, je peux en faire un PST. Je peux même aller en dessous et faire juste le PST de ce qu'il y a de la boîte de réception, par exemple. Hop, voilà. Voilà. Si je le télécharge, ça va me faire un fichier zip avec tous les sous-dossiers et tous les mails. Là, par contre, j'aurai du format EML. Donc voilà, au moins deux formats possibles de récupération de ça chez vous, depuis le navigateur, là, en téléchargement. Ça, c'est pas mal à noter. OneDrive, on a vu. SharePoint. Bon, SharePoint, après, on rentre dans l'architecture des sites SharePoint. Mais voilà, c'est des dossiers dans lesquels on retrouve des documents et il y a des spécifiques, bien sûr, SharePoint. Récupération d'email. L'audit, on l'a vu. RTBS, c'est vu aussi. Donc, Right to be Forgotten, le label hein, qu'on applique. Voilà, vous pourrez faire des recherches hein, si vous voulez avoir plus des détails que ce que dit Arserve sur la solution. Vous cherchez ce qui se dit sur Keepit. Voilà, c'est une solution aujourd'hui qui est hyper reconnue, mais enfin, vous avez vu, j'espère, un petit peu les qualités, les possibilités du produit. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y avait quelques petites questions. Il y avait quelqu'un qui avait la main. Je vais essayer d'ouvrir les micros. Je ne sais pas si ça va marcher. Les paumées de son. Sinon, posez la question. Si vous avez des questions, mettez-les dans le système de questions là. Des fois, ce sera peut-être plus simple.